Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Alors nous sommes rendus au site rep numéro 147, nous sommes le 6 juillet et il n'y a pas beaucoup d'autres mots que catastrophe pour désigner ou pour caractériser la situation de la semaine qui vient de se terminer ou quasiment terminée. Ouais. C'est une catastrophe sur le plan du bilan des bombardements, des violations du cessez-le-feu et du nombre de victimes aussi, hein, essentiellement des soldats. Essentiellement des soldats, puis des destructions. Enfin, on continue sur la tendance du mois écoulé. Ceux de nos auditeurs qui ont vu donc le site rep que j'ai fait en solo la semaine dernière ont pu voir un petit peu le graphique pour le mois de juin qui était quand même assez édifiant, puis les comparatifs avec le mois de mai. On continue en gros sur la même tendance, puisque du 29 juin au 5 juillet 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 196 reprises, donc on est environ 50% de plus que la semaine passée. Donc, on s'approche des records, hein, parmi les records en termes de violation de... Ça fait un bon moment qu'on n'avait pas atteint des chiffres comme ça. Donc durant ces 196 violations, l'armée ukrainienne a tiré 101 obus d'artillerie de 152 mm. On n'insistera pas éternellement non plus sur le côté dévastateur de ce type d'obus, mais ouais, une centaine, ça doit faire des gros trous. Hein. Très gros trous. Ils en ont tiré un bon paquet sur les zones résidentielles, surtout dans le sud de la République en fait. Il y a eu aussi 259 obus d'artillerie de 122 mm qui ont été tirés et 874 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, on est en hausse partout par rapport à la semaine passée. Si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades, armes légères, on arrive à un total de 3639 munitions. Donc là aussi, on est à environ 50% de plus que la semaine précédente. C'est énorme. Ouais. Il y a eu de nouveau aussi quelques tirs. Il y a eu, je crois, 4 ou 6 roquettes, enfin missiles anti-chars philo-guidés là aussi qu'ils ont tirés. Puis c'est pas sur des chars qu'ils les tirent, bien entendu. Ouais. Ils tirent sur des habitations, sur la station de pompage de Vassilievka, enfin sur des trucs comme ça, quoi. En plus, donc je parlais de cette artillerie de 122 et 152 mm. Il faut savoir que certains des tirs d'artillerie, donc comme je le disais, qui ont surtout frappé le sud de la RPD, ont frappé des villages situés quand même à 11 km de la ligne de front, comme Kacharskoye. Ce qui veut dire que les pièces d'artillerie lourdes sont situées tout près de la ligne de front. Ce qui est formellement interdit, évidemment, au regard des accords de Minsk. Hein. Tout à fait. Donc là, c'est double violation. Ça en dit long quand même. Ces tirs ont touché 9 localités de la République. Donc c'est vraiment très ciblé. Ils touchent moins de localités, mais beaucoup plus ciblés. Donc ils s'acharnent en fait sur certaines zones. Faut rajouter les 23 violations et les 460 munitions tirées durant les dernières 24 heures. Et sur les 460 munitions, on a quand même 123 obus de mortier de 120 et 82 mm. Voilà. Les tirs de la semaine ont tué 7 soldats de la RPD, en ont blessé 6. Un civil a été blessé. 23 habitations ont été endommagées cette semaine, plus 11 durant les dernières 24 heures. Donc, on a un peu moins d'habitations endommagées par rapport à la semaine précédente. Enfin bon, on se rattrape bien entre hier et aujourd'hui. Hein. Oui. Comme je le disais, la station de pompage de Vassilievka a de nouveau été prise pour cible par l'armée ukrainienne à plusieurs reprises. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Le personnel est allé se réfugier dans les abris anti-bombardement. La milice populaire de la RPD a abattu 2 drones ukrainiens cette semaine. Le service de presse de la milice populaire a fourni des photos édifiantes d'un soldat de la 36e brigade des forces armées ukrainiennes, qui a une belle tête de con d'ailleurs, qui pose devant un drone avec des petites grenades de maison. Vous allez voir les photos. Donc ils montent des grenades avec des empennages maison et ils utilisent des drones comme largueur de grenades. Donc je vous disais l'année dernière qu'on avait déjà eu ce genre de sketch sur position dans le sud de l'RPD. Voilà. Non, quand je dis que l'armée ukrainienne utilise les mêmes méthodes que les terroristes de Daesh, c'est pas une vue de l'esprit. On pourrait même penser que le type a été formé par Daesh en Syrie, hein. C'est pas impossible, vu que on a découvert encore récemment qu'il y a un ancien, un Ukrainien qui était au sein de Daesh, qui est mort il y a pas longtemps là. On s'est même demandé si c'était pas un des anciens du bataillon Tornado qui portait le même pseudo Al-Takbir que celui qui est mort, mais l'autre du bataillon Tornado, il est toujours en tôle, donc ça peut pas être lui. Mais c'est le même genre aussi, quoi.
le mec posait avec des drapeaux de l'État islamique, etc., etc. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà prouvé, les ponts entre les bataillons néo-nazis et les terroristes islamistes sont nombreux. Via Washington, hein, de toute façon. Hein, Ah ben, même patron, même méthode, hein, c'est ça. comme je le dis toujours. En RPL, la milice populaire a battu 4 drones cette semaine. Donc, Ouais. c'est la chasse aux drones a été ouverte. Puisqu'on parle de drones, eh ben, l'armée ukrainienne continue d'empêcher ceux de l'OSCE de faire leur travail, de nouveau à coups de brouilleurs de signal, mais aussi d'armes légères. Le gros problème, c'est qu'en fait, l'OSCE ne réagit pas... pas de réaction à la hauteur du problème en fait, c'est-à-dire ils les engueulent pas, ils les réprimandent pas, enfin ils font pas de scandale public, hein, tu vois, enfin quand nous quand ils sont empêchés de faire quoi que ce soit ici, ils hurlent comme des putois, mais là ils disent rien contre Kiev, donc faute de punition ou de réprimande, Kiev se sent en impunité totale, hein, je vais dire, je vois pas pourquoi. Donc résultat ils vont continuer. Il faut croire qu'ils en ont rien à foutre que les citoyens européens payent la facture. Hein. Payent la facture. C'est pas des drones à 100 € hein, quand même. Hein. Non, hein, j'avais dit, hein, les très gros qu'ils ont, ils ont plusieurs tailles. Hein, ils ont des très gros, puis ils en ont qui sont un petit peu plus petits. Enfin, les très gros, ils sont, si je me souviens, à 400 000 €, si je me souviens bien, un truc du genre. Enfin, ça fait cher la blague quand même, hein, je veux dire. Oui. À un moment, faut peut-être un peu arrêter. On va parler un peu de ce qui est à cheval entre militaires à accord de Minsk, puisque finalement, j'en avais parlé lors de mon dernier site rep, ça y est, 3 ans après la date initialement prévue pour le retrait des forces près du point de passage de Stanitsa Luganskaya, situé, je le rappelle, entre la République populaire de Lugansk et l'Ukraine, et ça y est, le désengagement qui avait été entamé le 26 juin a été pleinement réalisé. Je rappelle qu'il y a eu quand même plus de 80 tentatives qui avait été saboté par Kiev. Voilà. C'est un vrai paradoxe hein, quand même, parce que il se passe ça. Hein. Et dans le même temps, on a des augmentations des bombardements. Enfin, je veux dire, et ça devient complètement incohérent, mais je pense que l'explication, elle réside dans le point que je vais aborder un petit peu plus loin sur la situation politique en Ukraine. Oui. Qui est qu'en fait, Zelensky contrôle plus rien. Il contrôle rien du tout. Chacun fait son trip. Ça veut dire que Poroshenko a bétonné, quoi, en fait. Même pas. Je pense que c'est inhérent à ce qu'ils ont fait au moment du Maïdan. D'accord. Ils ont, c'est ce que je disais, à force de pousser pour avoir des élites corrompues, tu aboutis à un moment à une perte de pouvoir totale par le pouvoir central. Et donc à un moment, ça part en néo-féodalisation et à un moment le pays part en couille quoi complètement quoi. Donc voilà. Donc là on a eu ce point positif qui a réussi. Hein, donc on avait des grosses craintes en plus d'un risque de sabotage de la part de Kiev. Il y avait eu des informations comme quoi ils voulaient interrompre le désengagement sous un prétexte bidon. Finalement, ils l'ont mené à terme. Ça a été confirmé le 1er juillet, hein, donc que Kiev avait finalisé la procédure de désengagement, puisque le 26 juin, l'OSCE avait noté que les deux armées avaient quitté leurs positions les plus avancées avec leurs armes. Le 29, elle avait reçu une note verbale du ministère ukrainien des Affaires étrangères pour notifier que les forces armées ukrainiennes avaient achevé leur désengagement près de Stanitsa Luganskaya. Le 30 juin, elle avait reçu une lettre de la milice populaire de l'RPL pour notifier qu'elle aussi avait achevé le désengagement. Mais on attendait confirmation officielle et pendant le week-end, l'OSCE travaille pas. Hein. Oui. Et donc on a reçu la confirmation que le 1er juillet. Voilà. Vladislav Deneigo, ministre des Affaires étrangères de l'RPS, s'est dit satisfait du désengagement des forces opérées, tout en rappelant qu'il aurait déjà dû y avoir lieu il y a 3 ans quand même. Oui. Et que Kiev l'avait saboté 81 fois. 82 tentatives, 3 ans pour arriver à faire un truc aussi simple que ça. Voilà. Non, mais c'est édifiant. Il a aussi rappelé qu'il était nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de la formule Steinmeier et que Kiev devait se retirer aussi de nouveau des zones de désengagement de Petrovskoye et de Zolotoye, hein, qui, elles, sont toujours extrêmement instables. Natalia Nikonorova, ministre des Affaires étrangères de l'RPD, a elle aussi exprimé sa satisfaction devant cette avancée dans l'application des accords de Minsk, tout en rappelant elle aussi que Kiev devait faire de même dans les 2 autres zones de désengagement pilote. Parce qu'ils s'étaient désengagés et puis ils se sont réavancés. Oui. Bon, c'est la grosse crainte que j'ai pour Stanitsa Luganskaya. Et pour la réparation du pont, j'attends que ça soit fait avant de crier victoire. Parce que le coût des 60 millions donnés par la Croix-Rouge à l'Ukraine pour réparer le pont, je sais pas pourquoi.
Je sens que ça va finir comme les fonds qui étaient attribués, tu sais, pour la construction de ce mur le long de la frontière avec la Russie. Oui, oui, oui. Qui est devenu un grillage finalement, je crois, hein, c'est Ouais. ça? Comment on a déjà, Savchenko avait appelé ça un grillage pour les poules. Ouais, c'est ça, elle avait appelé ça un grillage pour les poules. C'est l'Ukraine. C'est une catastrophe. Et donc, puisqu'on parle des zones de désengagement, eh bien, celle de Petrovskoye, hein, qui est située en RPD, la situation là-bas en matière de sécurité reste très instable, puisque l'armée ukrainienne continue de renforcer ses positions dans la région en violation de l'accord de désengagement. C'est ce qui a été déclaré par le représentant de la RPD au sein du CCCC, hein, donc le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, Ruslan Yakoubov. Comme l'a dit Yakoubov, la MSS de l'OSCE et ses observateurs enregistrent l'avancée de l'Ukraine dans la zone de Petrovskoye, ainsi que la présence de fortifications, de nouvelles tranchées et d'équipements militaires dans la zone de désengagement, alors que c'est interdit. Voilà. Rien qu'au cours du premier mois d'été, les forces ukrainiennes ont violé les conditions de désengagement 3 fois. Le dernier incident s'est produit le 20 juin. Et depuis mars 2018, on en est à 26 violations enregistrées dans la zone. Voilà. Donc, bon. Et comme l'a rappelé Yakoubov, côté RPD, aucune violation n'a été enregistrée, car toutes les forces de la RPD restent retirées en dehors de la zone de désengagement. Voilà. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est de la faute de la RPD. Ben oui. Voilà. Bon, Yakoubov a lui aussi salué le désengagement qui a eu lieu à Stanitsa Luganskaya. Enfin, il a rappelé qu'il fallait le rétablir aussi donc dans la zone de Petrovskoye, Bogdanovka. Voilà. Je rappelle que tout ça fait partie d'un accord cadre qui a été signé en septembre 2016, donc qui prévoyait le retrait dans 3 zones de désengagement, donc à Zolotoye et Stanitsa Luganskaya qui sont en RPL, et Petrovskoye qui est en RPD. Voilà, donc ce sont des zones de sécurité de 2 km de large qui doivent faire 2 km de profondeur autour de la ligne de contact. Dans cette zone, c'est interdit d'avoir des soldats, des pièces d'armement, du matériel militaire, etc. etc. Voilà, donc, il ne doit pas y avoir de bombardement non plus. Donc on voit que ça a avancé sur un petit truc à un endroit, mais pour le reste, ça avance pas. Je rappelle quand même que la RPD et les RPL ont donné gracieusement 4 prisonniers à l'Ukraine pour essayer de faire avancer l'échange de prisonniers. La réponse qu'on a eue, l'Ukraine a kidnappé quelqu'un chez nous. Oui. Ouais. Je pense que les petits cadeaux de prisonniers, il n'y en aura pas d'autres. Je vous le dis tout de suite, je pense qu'après ce qui s'est passé... Tu vas nous en parler d'ailleurs de ce kidnapping. Ouais, puisque ça a été, l'information a été rapportée le 4 juillet, mais nous on était au courant de la disparition de ce monsieur dès le lendemain de sa disparition. On savait pas trop où il était passé. Donc le monsieur s'appelle Vladimir Tsemak, c'est l'ancien chef de l'unité de défense antiaérienne de la première brigade de Slaviansk de la RPD. Le 4 juillet, les médias ukrainiens ont gueulé qu'il avait été arrêté en Ukraine, sauf qu'en vrai, le SBU a enlevé Vladimir Tsemak à Snezhnoye en RPD, semble-t-il pour essayer de l'impliquer dans l'histoire du crash du MH17. Ils sont vraiment pas sûrs de leur coup. Entre les Hollandais avec leur enquête bidon et puis les Ukrainiens qui sont quand même mouillés jusqu'au cou dans cette affaire. Même si ils essayent de louvoyer ou... ils sont responsables. Ils sont de toute façon responsables pour ne pas avoir fermé leur espace aérien. Oui, déjà. Déjà, rien que ça, de toute façon, ils sont responsables. Donc déjà, rien que ça, de toute façon, c'est déjà des suspects. Donc déjà, c'est déjà pas normal qu'ils soient dans l'équipe d'enquête, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. En tout cas, l'avocat de Vladimir Tsemak, Roman Gontarev, a déclaré que son client est emprisonné à Kiev, pour l'instant pour 60 jours. Il n'est pas trop rentré dans les détails, se référant au secret de l'enquête. Mais il a dit qu'en tant qu'ancien chef de la défense antiaérienne, il pourrait devenir un témoin précieux dans l'affaire du MH17. C'est ce qu'a dit en tout cas l'article du journal Ukrainski Noviny. Mais bon, de son côté, l'analyste politique Marat Bashirov souligne que l'homme n'a été nommé chef de l'unité de défense antiaérienne qu'en octobre 2014, alors que le crash a eu lieu au mois de juillet. Oui. C'est un petit problème déjà là. Vous n'avez pas chopé le bon mec, je vous dis déjà tout de suite. Donc
Donc le pauvre gars, enfin je veux dire, c'est hallucinant. En plus, ce monsieur est un vétéran de la guerre d'Afghanistan qui a subi une commotion cérébrale lors des combats en RPD, qui est devenu partiellement sourd. Et en fait, il s'est engagé dans la milice de la RPD suite en fait au bombardement aérien sur Snezhnoye, qui est sa ville natale, le 15 juillet 2014, où je rappelle, les avions ukrainiens à 6h30 du matin ont attaqué Snezhnoye, ont largué des bombes sur les immeubles de 5 étages qui se sont partiellement effondrés, et il y a eu plusieurs civils, enfin il y a plus d'une vingtaine de civils qui sont morts. Donc il s'est engagé après ça. Donc je veux dire, le 17 juillet, il n'était pas à la tête, ce qu'a dit sa femme, d'abord il s'est retrouvé sur un blog-post, quoi, tu vois. Voilà, c'est ridicule. Sa femme, donc Irina, a déclaré que son mari avait été enlevé en fait le 27 juin. Elle est rentrée à la maison, a vu des traces d'une lutte, des objets éparpillés, des traces de sang, ses papiers et son billet militaire de la RPD avaient disparu. Et puis elle a été contactée un peu plus tard donc par cet avocat à Kiev qui a déclaré que le SBU détenait de ses marques parce qu'il était soupçonné d'appartenir à une organisation terroriste et que maintenant il est à Kiev. Donc Tsemach a confirmé qu'il a été kidnappé. L'avocat a pris des photos de son client qu'il a envoyé à sa femme. Donc on va lui montrer les petites photos. On voit qu'il a été frappé à la tête. Donc il a quand même un joli traumatisme crânien. Il a aussi de belles traces d'injection sur son bras gauche. Selon les paroles de Tsemach, ils lui ont injecté des médicaments psychotropes et l'ont amené en Ukraine en fauteuil roulant avec de faux documents. Donc ils l'ont fait passer pour un grabataire pour lui faire passer le point de passage. Eh oui. Ouais. Bon, la femme de Tsemach n'exclut pas que l'enlèvement de son mari soit lié à une tentative visant à imposer une version de son implication dans le crash du Boeing malaisien. Mais comme je l'ai dit, en 2014, quand la guerre a éclaté et quand lui s'est engagé, au départ, il était affecté nulle part. Il était sur un blog-post. Et il a été nommé chef de la défense antiaérienne qu'en octobre, donc 3 mois après. Voilà. En plus, il y a eu une interview de Vladimir Kochelev, qui est chef adjoint du Conseil central de l'Union russe des anciens combattants d'Afghanistan, qui connaît Tsemach. Il le connaît depuis février 2016. Il a aussi précisé que, si on peut dire qu'il était en fait le chef de la défense antiaérienne de la première brigade de Slaviansk, il dit, je peux vous dire de ses propres mots, il avait un canon antiaérien, c'est-à-dire un Zouchka, installé à l'arrière d'un camion. Je vais d'ailleurs on va vous montrer des petites photos qui ont été prises par Tsemach lui-même, donc en août 2014. Voilà, il avait un camion avec un canon antiaérien. Vous ne pouvez pas abattre un avion à 10 000 mètres d'altitude avec ça. Hein. Non, je crois que d'ailleurs les milices, qu'elles soient de DNR ou LNR, ne possédaient de moyens antiaériens susceptibles d'abattre des avions, incapables d'abattre des avions au-dessus de 5 ou 6 000 mètres. Hein. Oui, de toute façon, le maximum qu'on avait, c'était des Strela 10, et surtout des Manpad, c'est-à-dire des choses du genre les Igla, et puis des Zouchka. C'est tout ce qu'on avait, je veux dire, voilà. Ça monte pas à 11 km d'altitude. Hein. Non. Donc voilà, comme l'a souligné Kochelev, avec la Zouchka qu'il avait, tu peux pas abattre des avions de passagers qui se trouvent à une très haute altitude. Donc c'est tout ce qui se cache derrière ce titre ronflant de chef de la défense antiaérienne de la première brigade de Slaviansk. C'est ce putain de petit canon Zouchka 23 à l'arrière d'un camion. Voilà, c'est ça, l'unité de défense antiaérienne. Voilà de quoi il était chef. Bon, c'est donc je vois pas comment il peut être impliqué donc déjà il a été nommé chef en octobre. Mais en plus, je veux dire, quand tu vois le machin, enfin. Non, ça se pissait derrière dessus. Kochelev, en tout cas, a été en contact avec la fille et la femme de Tsemach après que le kidnapping ait eu lieu. Il a appelé à Kiev parce qu'il y a aussi des anciens combattants d'Afghanistan en Ukraine. D'ailleurs, le 4 juillet, c'était l'anniversaire de Vladimir Tsemach, donc il a demandé que ça lui soit transmis. Donc il a demandé à son avocat et aux vétérans d'Afghanistan de Kiev de lui souhaiter son anniversaire. L'avocat a envoyé à la famille des scanners du billet militaire de Vladimir Tsemach, qui est donc diplômé de l'école supérieure de défense antiaérienne et de missiles de Poltava. Et donc c'est bien marqué dedans qu'il a été nommé commandant de la défense antiaérienne de Snezhnoye le 23 octobre 2014 alors que le Boeing a été abattu le 17 juillet. Voilà, donc, mais je crois que ça va pas déranger l'Ukraine de s'arranger avec ce genre de détails. Non.
Bon, en tout cas... Ils vont lui coller un missile Buk dans les bras et puis un trampoline sous lui et puis après ils vont prendre une photo et on dirait hey, c'est lui. En gros, Ouais, c'est ils en sont délirant. capables, Je veux dire, en tout cas, c'est d'après la conversation que Kochelev a eue avec la femme et la fille de Tsemach, il semble que 2 jeunes avec une voiture se sont installés en face de sa maison. Il a emmené en fait sa femme au travail, à l'école technique. Et puis vers 11h, semble-t-il, il a été attaqué. Donc, ils ont retrouvé des bouteilles d'alcool cassées, du cognac. Donc, il semble que Tsemach est entré dans la maison de bonne grâce avec les gars pour boire un coup. Bon, ce que Kochelev a dit, c'est qu'effectivement Tsemach buvait. Donc, il s'est certainement fait avoir. Tu vois, enfin, je veux dire, les petits jeunes sont pointés sous un prétexte bidon et puis ils lui sont tombés dessus quand il est rentré dans la maison, quoi. Ouais. Donc, ils l'ont frappé à la tête, ça c'est sûr, et ils lui ont injecté des psychotropes et ils l'ont emmené dans un état délirant de l'autre côté de la ligne de contact avec de faux documents dans un fauteuil roulant. Ce qu'a dit Kochelev, c'est qu'il faut bien comprendre que Tsemach n'était protégé par personne parce qu'il n'avait aucun intérêt particulier. Je veux dire, s'il avait réellement été impliqué hypothétiquement dans le tir contre le MH17, il aurait bénéficié d'une protection et on lui aurait changé son nom, son adresse. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Je rappelle à mes auditeurs que la semaine dernière, lors du site web que j'ai fait toute seule, j'avais dénoncé les méthodes de Bellingcat. Oui. J'avais parlé de ce tweet d'Eric Toller comme un encouragement à commettre des crimes. Malheureusement, mon pronostic était encore le bon. Juste, j'en ai marre d'avoir raison. J'en ai marre. Je veux dire, en plus de la torture, voilà que le SBU recourt maintenant au kidnapping pour amener des gens devant la cour néerlandaise concernant le MH17. Alors, sachant en plus, donc, comme je le dis, que le SBU utilise la torture de manière systématique, si le JIT accepte le témoignage de Tsemach ou sa mise en accusation, ça voudrait dire que la justice néerlandaise est aussi corrompue que la justice ukrainienne. Parce que je rappelle que le kidnapping et la torture, c'est pas des méthodes acceptables dans des pays prétendument démocratiques et ou civilisés et qui donnent des leçons au monde entier. Et encore plus dans un dossier aussi sensible et important que celui du MH17. Alors déjà que l'enquête du JIT est complètement bancale et entachée de nombreuses fraudes, alors si Westerbeke, le procureur néerlandais, accepte ça... il aura donné la preuve que tout ce tintamarre, tout ce truc, les procès mascarade. Les procès staliniens en comparaison, ça sera de la haute justice. Ah non. Là, pour l'instant, j'ai vu aucune condamnation du côté néerlandais. J'ai vu des médias néerlandais relayer cette information venant des médias ukrainiens. J'ai pas vu un seul journaliste dénoncer, ou officiel néerlandais, dénoncer ces méthodes. Qui ne dit mot consent, Oui, absolument. Qui ne dit mot consent. Moi, si le JT n'émet pas une condamnation ferme et n'exige pas que ce monsieur soit rendu à la DNR de toute urgence, ça veut dire qu'il cautionne ça. Donc vous cautionnez le kidnapping, la torture, les bandes audio trafiquées par le SBU, les photos et les vidéos trafiquées par Bellingcat. Enfin, je veux dire, à un moment, vous osez appeler ça une justice? Je veux dire, là, faut arrêter, là. Là, faut arrêter. L'équipe de journalistes avec qui j'étais pendant 10 jours, le documentaire est en bonne voie. Le premier trailer est sorti, pour l'instant en anglais. Je vais voir pour vous faire une version sous-titrée français quand même, pour que ceux de nos auditeurs qui ne sont pas très anglophones puissent voir de quoi ils retournent. Ils ont même réussi à faire une interview audio avec un des 4 suspect avec des très gros guillemets, Dubinsky, Sergei Dubinsky, ils ont réussi à l'appeler, à l'avoir au téléphone, qui a confirmé que en fait ils ont pris des morceaux d'autres conversations qu'ils ont bidouillé le SBU pour lui faire raconter n'importe quoi. Donc c'est bien ce que j'avais dit, c'est la même méthode que France 24 quand l'autre propagandiste, la Miss Volochine, nous avait fait un joli petit bidouillage vidéo. Et ben là c'est la même. Je veux dire, c'est tellement facile de bidouiller des preuves et en plus ça a été, c'est des preuves qui sont fournies par un des suspects. Je rappelle que l'Ukraine est donc un des suspects quand même. Je veux dire, c'est pas parce que le JIT a jeté très vite aux orties la responsabilité ukrainienne que en vrai elle est blanchie, c'est n'importe quoi. Donc et c'est en ça justement que je disais, c'est un suspect potentiel peut pas faire partie de l'équipe d'enquête justement pour éviter ce genre de délire. Falsification de preuves.
Voilà, enfin, je veux dire, ben là, c'est JT dit rien, je vais les allumer. Hein. Là, je veux dire, si vous acceptez d'amener devant le tribunal un mec qui a été kidnappé... Il y a peut-être quand même une possibilité pour que les gens du GIT discrètement disent aux Ukrainiens, écoutez là, c'est un cadeau empoisonné que vous nous faites, parce que effectivement vos méthodes de recrutement, ironiquement hein, j'entends, hein, ne sont pas à la hauteur de, je dirais, un minimum de standards européens. Hein. Ah non, mais ah oui, non, mais ça serait bien si ça arrive. À ce qu'ils acceptent. S'ils amènent ces marques devant le tribunal, je te jure, je les crucifie publiquement sur la place médiatique et dans toutes les langues possibles. Hein. Et ce sera mérité. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, tu amènes pas devant le tribunal un témoin qui a été kidnappé, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors je sais bien que les pays de l'OTAN, ils se torchent le cul avec le droit international, mais enfin il y a des limites quand même. Ah bah... Mais ça sera la plus belle preuve. Hein. Là, voilà, franchement, ça prouvera que tout ça c'est une mascarade et qu'il cache en fait les véritables coupables de ce monstrueux crime. Parce que ça reste un monstrueux crime, hein, presque 300 civils d'assassinés. Ils ont dû voir la mort arriver, hein, pas depuis très longtemps, mais... non mais, c'est une honte. Et puis pendant ce temps-là, en Ukraine, l'effondrement du pouvoir a commencé. Donc je l'avais dit hein, que l'Ukraine était en train de s'effondrer. J'ai été rejointe par un autre analyste, hein, Alexandre Khaldei, que j'avais déjà traduit une fois, qui a souligné un certain nombre de faits assez troublants. Et qui pour moi explique comment on se retrouve avec un petit progrès à Stanitsa Luganskaya et le bordel partout ailleurs. Pour lui, après l'élection de Zelensky en Ukraine, on est entré dans une nouvelle étape de l'effondrement du pouvoir. Zelensky n'a pas réussi, et d'ailleurs c'est pas pour cette compétence qu'il a été placé à ce poste, à prendre le contrôle de la situation. À peine une semaine après son intronisation, le monde a été témoin d'une série d'événements absolument incroyables pour un État, à part pour l'Ukraine. Hein. Il n'y a plus rien qui nous étonne avec eux. Ah, c'est clair. C'est clair. Le premier, ça a été que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavel Klimkin, hein, qui donc n'a pas pu être démissionné puisque la Rada a refusé d'accepter sa démission. Il a envoyé une note à la Russie sans en informer Zelensky. D'accord. On a eu Medvedchuk, hein, donc, que Viktor Medvedchuk, que nos auditeurs connaissent, hein, qui, je rappelle, politicien ukrainien d'opposition, qui lui non plus n'a pas averti Zelensky pour entrer en négociation avec la Russie pour essayer d'obtenir des ristournes sur le gaz. Après, il a engagé des négociations donc avec les RPD et les RPL, de nouveau sans en informer Zelensky. Il a fait des pourparlers avec Pasechnik et Pouchilin, donc je rappelle quand même 2 dirigeants de République non reconnus. Et donc il a ramené, comme je le disais, 4 prisonniers de guerre ukrainiens, non pas lors d'un échange, mais comme cadeau. Voilà, donc déjà on commence bien. Zelensky ne participe pas aux négociations avec la Russie, mais Klimkin et Medvedchuk, eux, oui. C'est merveilleux, c'est... Voilà. Donc en fait, comme il semble qu'ils n'ont pas réussi à coordonner leurs actions avec Zelensky, Klimkin et Medvedchuk ont de facto commencé à exercer une partie des pouvoirs présidentiels en Ukraine, alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas les pouvoirs pour ça. Enfin, je veux dire... Ils ne possèdent pas les prérogatives officielles pour se permettre ce genre de choses. Pour faire cela, voilà. Et le seul truc qu'ils ont obtenu derrière, c'est les plaintes de l'inquiet offensé Zelensky aux journalistes en disant qu'en gros on l'avait oublié. La réaction de Zelensky, c'est aussi épique. Ensuite, on a eu Poroshenko qui a souligné que pour la première fois en 5 ans, après le coup d'État, donc après le Maïdan, Kiev n'a pas été averti qu'Osaka accueillerait une réunion bilatérale entre Poutine et Trump. Hein, il a dit qu'auparavant, les partenaires européens et américains ont toujours coordonné leur position avec Kiev. Bon, il enjolive le truc, hein, pour qui hein, En vrai, ils se mettaient pas d'accord avec Kiev, mais ils avertissaient Kiev. Bon, voilà, il y aura une réunion Trump-Poutine. Là, maintenant, ils préviennent même plus. Voilà, plus rien à foutre. L'Ukraine, oula. Quand ensuite, donc il y a eu le retour de la Russie au sein de la PCE. Oui. Hein, donc Zelensky a déclaré que quand il était en Europe, on lui a dit donc que la Russie revenait à la PCE et que le problème était résolu depuis longtemps. Là aussi, sans prévenir l'Ukraine et son président. Et alors donc Zelensky est allé chouiner devant les journalistes.
c'est assez épique. C'est ce qu'a dit Khalday. Il a dit que la déclaration de Zelensky devant les journalistes est un phénomène sans précédent, parce qu'il a dit: le président est monté sur le podium, a déclaré publiquement son impuissance à gouverner, s'est mis à insulter ses subordonnés et ses adversaires, a dit qu'on lui a craché à la gueule, en gros, et qu'il n'est pas considéré comme le président, qu'il en est très contrarié, et il déclare ça au monde entier. C'est Disney World en enfer, l'Ukraine. Hein. C'est délirant. Alors, comme le dit Khalday, il reste plus à Zelensky qu'à s'offenser et à démissionner, mais bon, il a quelques doutes sur le fait qu'il le fera. Donc il lui restera à endurer, comme le disait Hamlet, les coups et les tiraillements du destin offensant, en se rapprochant toujours plus de la question essentielle: être ou ne pas être. Oh bah, il va peut-être continuer de nous faire des sketchs, hein. Parce que s'il sert à rien, il pourrait au moins faire quelque chose de marrant, quoi. Ouais. C'est dans le même temps, sa cote et celle de Zelensky et celle de son parti a montré une tendance pour la première fois à la baisse. Comme certains experts l'ont fait remarquer à juste titre, Zelensky s'est rapidement transformé en Poroshenko et Medvedchuk devient de plus en plus Goloborodko, qui est en fait le personnage principal de la série Serviteur du peuple, qui est en réalité celui pour lequel les électeurs ukrainiens ont voté quand ils ont choisi Zelensky. Ils l'ont élu pour son rôle dans cette fameuse série où il jouait le président ukrainien. Ouais. Là, il nous fait une porc-épice. C'est bien ce qu'on craignait. Voilà. Ce qu'a dit Khalday, le problème, c'est que c'est pas Zelensky qui imprime son empreinte à la fonction, c'est la fonction qui est en train d'imprimer son empreinte sur Zelensky. Oui. Et là, c'est très mauvais. Parce qu'il dit que si le trône est plus grand que la personne qui s'assoit dessus, cette dernière passe de roi à bouffon. Il est déjà passé de bouffon à roi, hein, donc... Voilà, c'est ça. Parce bon. que ensuite, grâce au jeu électoral, il est passé de bouffon à roi. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il ne convient pas à la chaise sur laquelle il est assis. Résultat, les vrais rois évitent de parler aux bouffons et de l'élever à leur propre niveau ou de s'abaisser au sien. Voilà. Résultat, le président ukrainien est devenu une sorte d'enfant terrible avec qui on évite de communiquer parce qu'on ne veut pas se retrouver dans une situation un peu inconvenante. Tout le monde fait comme s'il n'était pas là. Zelensky rappelle à tous qu'il a ce qu'on appelle les vraies bandes de pantalons, c'est les marques militaires, hein, tu sais, qui sont les pantalons militaires. Et puis donc les crécelles, le sceptre qui symbolise le pouvoir, qu'il a passé tous les rites de consécration, mais en fait il n'a aucun pouvoir réel. Voilà. Le mystère du pouvoir a échappé à Zelensky parce que le pouvoir n'est pas la maîtrise des procédures formelles, mais le charisme que Zelensky n'a pas. Et il semble que la formule qui restera pour toujours coller à Zelensky pour ce poste, ça sera celui d'un soldat junior qui a volé les bottes du général. Voilà. Le problème, c'est que cette dévaluation du pouvoir présidentiel accélère encore la désintégration de l'État ukrainien. Si le président est considéré comme une marionnette, il y aura de l'agitation et de la désintégration, et cette agitation prend déjà forme dans les batailles autour de la composition de la Verkhovna Rada. Il faut savoir qu'actuellement en Ukraine, les oligarques qui entretiennent déjà des relations contractuelles entre eux et avec les chefs d'État étrangers via le président gouvernent de plus en plus ouvertement. Voilà, donc ça devient un État néo-féodal. Voilà. L'Ukraine, qui n'avait auparavant aucune souveraineté, se transforme aujourd'hui ouvertement en un territoire au statut flou, dont le mandat est exercé par des acteurs extérieurs, donc des pays étrangers, et ce sont eux qui déterminent s'il convient ou non de commencer la désintégration du territoire de l'Ukraine. Bon, aussi étrange que ça puisse paraître, l'effondrement de l'Ukraine n'est pas encore bénéfique pour la Russie, l'Europe ou les États-Unis, parce que tout le monde veut faire de ce territoire sa tête de pont, mais personne ne veut qu'il se désagrège, parce que les coûts vont être supportés par l'Europe et la Russie. Et c'est pourquoi en Ukraine, les chefs, les hetmans qui courent de la Russie à l'Europe et de l'Europe à la Russie vont alterner, pour citer encore Shakespeare, jusqu'à ce que tous ces malheurs soient détruits par le feu, et probablement l'Ukraine avec. Khalday a quand même rappelé un principe simple, qui est appliqué par les cow-boys américains, les vrais, pas ceux d'Hollywood, qui ont une règle très 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 simple à comprendre, c'est que si une vache rebelle est têtue dans le troupeau, elle est abattue devant tout le troupeau. C'est la seule façon de garder le troupeau docile. Si c'est pas fait, le troupeau va cesser de prêter attention au berger et va partir dans tous les sens. Et là, Zelensky a déclaré au monde entier qu'il n'était pas un cow-boy.
Il peut rien faire avec ses vaches têtues. Au lieu de tirer, il rassemble le village, se plaint auprès des villageois qu'il n'a pas d'armes ni de munitions, ni la permission de ses compatriotes de tirer sur les vaches têtues. Et c'est pour ça que les autres cow-boys ne le prennent pas franchement au sérieux. Et le problème, c'est que si ça continue comme ça, non seulement les vaches vont se barrer et aller courir vers d'autres bergers, mais aussi emporter une partie de leur pâturage avec elles. Vous avez compris l'analogie ? Voilà, parce que personne ne voudra accepter les vaches issues du troupeau d'un autre sans carré de nourriture supplémentaire. Il faut que ce soit mutuellement bénéfique pour tout le monde. Donc vous avez bien compris, l'Ukraine est en train de se diriger vers la désintégration complète et les pays voisins vont se tailler la part du lion. Ils vont récupérer certes la population, mais ils vont récupérer des petits morceaux de territoire avec. Voilà. Petite explication de texte pour ceux qui n'avaient pas compris. En même temps, moi je dirais que pour une grande part de ce qui reste de l'Ukraine, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose que la partie qui appartenait à la Pologne lui soit restituée. Parce que je crois que le pourrait, parce que vu comment les Polonais traitent les Ukrainiens, je suis pas sûr que les Ukrainiens vont apprécier. Oui, mais ils vont récupérer tous ces excités néo-nazis. Ah, les bandéristes, ça promet des trucs assez intéressants. Voilà. Ouais, ça promet des trucs assez intéressants. En tout cas, comme on le voit, l'effondrement de l'Ukraine est entré dans une nouvelle phase. Ça fait quand même quelques années qu'on est plusieurs experts et analystes à parler de l'effondrement de ce sous-État. Personne n'y a cru. Voilà, et ben même Porky, il n'en a pas cru ses yeux quand il a vu ce qui se passait à Osaka. Voilà. Donc là, la déliquescence des autorités en Ukraine est évidente. Elle est flagrante, elle est publique. Le problème, c'est que là, on va vers l'aggravation de problèmes économiques, et donc le potentiel de désintégration du pays augmente rapidement. Voilà. Il y a de bonnes chances qu'il n'y aura pas besoin de se poser la question de savoir qui sera candidat pour la prochaine élection présidentielle ukrainienne. Là, on en est là. On en est là. Les discussions sur trilatéral pour le transit du gaz ont été reportées à septembre. Il n'y a toujours aucun renouvellement du contrat de transit de gaz prévu entre la Russie et l'Ukraine. Le Nord Stream 2 avance selon l'agenda prévu. Puisque les Danois ne répondent pas, la Russie va contourner les eaux territoriales du Danemark. Et puis les taxes de transit, les Danois vont pouvoir se la carrer là où je pense. Oui, ce qui est stupide, c'est vraiment stupide. Le Nord Stream 2 donc, avance vraiment selon l'agenda prévu. Il y a déjà 60% de la longueur des conduites qui a déjà été posée. Donc, il sera prêt d'ici la fin de l'année. Et donc, bye bye. D'ailleurs, là, en Ukraine, il commence à s'affoler. Il commence à s'affoler. Il y a un officiel, je sais plus, je crois que c'était le chef de Naftogaz, qui a averti que si l'Ukraine n'arrivait pas à pomper avant la saison de chauffage, je crois, un truc genre 20 milliards de mètres cubes de gaz, il allait faire là, l'Ukraine se dirige tout droit vers une catastrophe humanitaire d'ampleur. Les gens vont geler, quoi. On rappelle les températures en hiver, c'est pas l'Afrique du Nord, c'est pas la Sibérie non plus, mais on n'en est pas loin. Voilà, c'est des températures bien sympas quand même l'hiver. Enfin, je veux dire, ça descend bien. Enfin, nous, la première année de guerre en 2014, l'hiver 2014-2015, il y a des gens ici qui sont morts de froid. Faute de chauffage, parce que... Ça descend à moins 20, moins 25, Ça peut facilement descendre à moins 20, voire à moins 25. Mais moins 20, ouais, c'est moins 15, moins 20, c'est assez fréquent. Donc tu comprends bien que sans chauffage, c'est pas tenable. Donc ils sont dans la merde. Ils sont dans la très grosse merde. Mais ça, je l'avais dit, mais personne me croit. Alors bon, je cite maintenant d'autres experts qui disent la même chose. Et là même en Ukraine, ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme, en train de dire que là, économiquement, ça commence à devenir vraiment dangereux, que l'Ukraine risque de franchir là un point de non-retour en termes d'effondrement économique. Tu vois un délitement politique, donc je veux dire, c'est tellement évident que le père Zelensky est une marionnette entre les mains de Kolomoïski que... il n'y a personne qui le traite comme le président du pays. Je tiens là... Et c'est ce qui explique cette situation complètement chaotique. Il fait des promesses d'appliquer l'ensemble des points des accords de Minsk, mais il n'est déjà pas foutu de faire respecter le cessez-le-feu. Enfin, je veux dire... À un moment, faut mettre un petit peu l'église au centre du village quand même. Donc là, il y a vraiment un très très gros problème. Et ça va mal finir. Ça va mal finir, c'est ma grosse crainte. Et je pense que l'Ukraine va exploser en plein vol.
Parce que là, je pense que le contrat de transit gazier, il va leur passer sous le... Il n'y a rien qui peut forcer les Russes à accepter de fournir du gaz gratuit, parce que il sera gratuit forcément, parce qu'ils n'ont plus rien. C'est même pire que gratuit, c'est-à-dire le transit de gaz suite à toutes les plaintes de Naftogaz devant la cour d'arbitrage de Stockholm. Donc je rappelle où ils avaient gagné contre Gazprom de manière assez délirante. Gazprom a dit mais puisque c'est comme ça, nous c'est pas rentable, on arrête quoi. Je veux dire, comme il a dit, notre entreprise c'est pas une œuvre de charité. On est là pour être rentable, on n'est pas là pour récupérer l'économie ukrainienne à la petite cuillère, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, surtout que les Occidentaux ont laissé un terreau à la corruption qui est essentiel, qui est responsable essentiellement de la situation économique dans laquelle l'Ukraine se trouve. Non seulement la corruption, ils ont coupé les liens avec la Russie alors que c'était le principal marché de l'Ukraine et le principal partenaire économique. Comment tu voulais que ça se termine? Ils ont des miettes avec l'Union européenne, ils vendent du miel et des framboises et du bois. Tu vas redresser l'économie avec ça? Ouais, c'est clair. C'est clair que ça peut pas aller loin. Possible. Mais non, tu vas pas bien loin avec ça. En plus, les quotas qui sont exemptés de frais de douane sont absolument ridicules. L'Ukraine les consomme en un mois ou deux, et donc tout le reste de l'année, il continue à payer des frais de douane pour exporter ses framboises et son miel vers l'Union européenne. Donc, je veux dire. C'est du délire, Mais c'est pour ça qu'Yanukovych n'avait pas signé cet accord d'association avec l'UE, parce qu'il avait compris vers quoi ça menait l'Ukraine. C'est pas parce qu'il était pro-russe, c'est parce qu'il savait calculer. C'est ça. Et il était pragmatique. Là, vous avez placé une première série de marionnettes, là, vous avez placé un mec qui est encore plus une marionnette que les précédents, et puis là, ça va partir en couille. Je vous le dis, votre monstre de Frankenstein, il va vous échapper complètement, Il y a un moment où ça va partir complètement en sucette. De toute façon, à partir du moment où ils ont perdu le contrat de gaz et que la Russie cessera même de leur en fournir pour leur consommation personnelle, je veux dire, il va se passer quoi? Parce que jusqu'ici, ils se fournissent par rétroflux auprès de la Slovaquie, mais s'il n'y a plus de transit à travers leurs tuyaux, il n'y a pas de rétroflux pour... oui. Pour faire comment? Ça va être intéressant comme concept, ça aussi. Non, là, ils vont venir à l'âge de pierre. Je te le dis, ça va très mal se finir pour l'Ukraine. Et ils sont en train de se néo-féodaliser. C'est-à-dire, maintenant, chaque région, chaque petit oligarque local fait la loi dans son coin. Et puis voilà. C'est devenu un État avec des mafias. Puis jusqu'au jour où l'un ou l'autre décidera que c'est plus rentable pour lui que sa région soit intégrée à la Hongrie, à la Slovaquie, à la Pologne, à la Roumanie, à la Russie, et puis tu vas voir. Il y a un moment où le pays va se déliter complètement. Je veux dire, on est en train d'assister effectivement à un nouveau stade de l'effondrement politique en Ukraine. Et le problème, c'est que là, l'effondrement économique, il est en train d'arriver à pleine vitesse là. Là, ils sont vraiment dans la merde. Ils doivent rembourser des quantités de dettes énormes. Et en plus, ils vont donc perdre ce contrat de transit gazier, au 31 décembre. Je veux dire, à mon avis, les négociations au mois de septembre ne donneront pas grand-chose, puisque la Russie a dit qu'elle attendait le résultat des arbitrages à Stockholm. Si Stockholm continue de persister à vouloir donner raison à l'Ukraine en dépit du bon sens, la Russie dira, non, désolé, nous, c'est pas rentable. On a des voies plus rentables, on a le Turkish Stream, on a Force de la Sibérie, on a Nord Stream 2. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse chier Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Puis la situation religieuse aussi, ça vire au grand comique avec Philarète, comme je disais, qui s'est barré, qui a refait un schisme. Tu nous en parleras la semaine prochaine pour pas que le site soit trop long. Ouais, mais donc voilà quoi. Donc ça devient du grand nimp. Ça devient du grand nimp un peu partout. Donc voilà, situation à suivre. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Donc là, on renoue avec le format habituel. Oui. Désolé pour l'interruption. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Très bien. Je te remercie, Christelle, de te retrouver. Ça a été un grand plaisir. Et puis, bonne soirée et à samedi prochain.
Au revoir.